Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité économique, politique et surtout financière ce soir dans Smart Bourse. Et pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'être avec Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Vega IM. Bonjour Jean-Jacques Friedman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre Bismuth. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. On va commencer peut-être avec vous, Jean-Jacques Friedman, sur ce rallye connu par les marchés actions depuis 2 mois maintenant, depuis fin septembre. Alors, un rallye, j'ai envie de dire un mouvement global, même si les réalités en fonction des indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sont un petit peu différents. Mais comment est-ce qu'on interprète ce rallye? Comment est-ce qu'on essaie de comprendre ce qui sous-tend le rallye action en cette fin d'année? Et surtout, on peut se demander si il va tenir sur le mois qui arrive jusqu'à la fin de l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les gérants, finalement, si vous interrogez tous les gérants, ils vont dire 20%, ça fait beaucoup, etc. Ce qui peut être un indice qui va tenir un peu, quoi, justement, parce que tout le monde, la question, c'est est-ce que c'est un bear market rally, etc. Nous, on le trouve assez différent de ce qu'on avait vécu en juillet-août, justement. Peut-être l'idée, il n'y a pas 36 choses sur lesquelles se focaliser, il y en a 3-4 toujours, quoi. Il y a les politiques des banques centrales, il y a la macroéconomie, il y a la micro, il y a la géopolitique. Et là, le marché était complètement focalisé sur l'inflation et donc sur les politiques de banques centrales. D'accord. Et pendant assez longtemps, finalement, chacun espérait, ce qui est assez curieux, c'est que chacun avait quand même le sentiment stratégiste, économiste, que les chiffres allaient s'améliorer. Et puis, il y a eu 2 ou 3 déceptions. Et ce coup-ci, nous, comme toujours, on attendait finalement un peu une amélioration du chiffre. Et ce qui était étonnant, c'est que là, le marché, par contre, ne l'a pas joué. Alors que mécaniquement, on sait bien que les effets de premier tour sur les matières premières, etc., étaient passés, qu'il y avait encore quelques effets de second tour. Et là, ce qui était intéressant, c'est que le chiffre s'améliorait, alors que certaines composantes, comme les loyers notamment, s'étaient pas encore améliorées. Donc un chiffre de l'inflation qui est venu soutenir, mais soutenir un mouvement qui avait commencé bien avant, pour le coup, puisque le chiffre de l'inflation du mois d'octobre, on l'a eu il y a 2 semaines. Le rallye, ça fait 2 mois qu'il dure sur les marchés actions. Ce qui était intéressant justement, c'était que le chiffre précédent, en fait, qui était à négatif, où là les gens avaient pu déjà se repositionner, finalement la séance avait été très particulière. C'était avant de savoir jusqu'où le marché peut aller, c'était presque du style, vers le bas, il n'y avait plus grand-chose à aller chercher, puisque ce chiffre aurait pu précipiter la panique, ne le faisait pas. Et ce chiffre-là est venu confirmer. Après, on s'approche peut-être de la fin d'année et les gens se mobilisent un peu sur d'autres éléments. Alors, sur la macroéconomie, tout le monde a le scénario d'une récession. C'est assez rare, une récession programmée. Là, vous parlez des États-Unis toujours ? États-Unis et Europe, plutôt même Europe. La récession est acquise. Alors, la récession est acquise. Elle est acquise avec des chiffres relativement faibles. Alors, une récession, on sait comment ça commence, on ne sait pas. Après, il peut y avoir des effets psychologiques. C'est comme l'inflation. Vous savez, au début, il y avait l'aspect un peu hausse des prix. Et puis, une fois que ça dure, il y a des effets de second tour. Les gens réclament des hausses de salaire et l'inflation se met en place. Donc là, la récession, dans un premier temps, elle paraît modeste, mais après, ça peut s'enferrer un peu. Mais peut-être que l'idée, c'est que les investisseurs jouent à 3 mois, 6 mois, et que là, on a l'impression peut-être qu'il y a une forme de résilience et que des chiffres plus négatifs vont arriver, mais peut-être un peu plus tard. Et d'ailleurs, ça sera peut-être un peu plus violent parce que souvent, ce qui calme une récession, c'est les interventions des banques centrales pour baisser les taux. Et là, comme les banques centrales sont en retard, on risque d'avoir des interventions assez décalées dans le temps, ce qui fait que la récession, elle peut être peut-être plus éloignée, certes, mais plus importante. Donc, à 6 mois, on n'a aucune idée. Mais à court terme, il y a peut-être l'idée que finalement, il y a une forme de résilience, comme tout le monde s'attendait à quelque chose de négatif et qu'à chaque fois, il y a des révisions positives. Et puis, peut-être également un contexte, notamment sur le géopolitique, on avait connu le pire. Il peut y avoir quelques éléments d'amélioration. Vous citiez tout à l'heure l'exemple de la Chine. Bien sûr. On peut attendre des éléments. Nous, les gérants qui sont vraiment proches du terrain nous disaient que malgré le fait qu'il n'y avait rien eu de décidé au niveau du Congrès du Parti communiste, il y allait avoir des mesures finalement un petit peu plus clémentes, ce qui se passe. Les mesures sur l'immobilier n'étaient pas tellement finalement anticipées. Donc ça, c'est intéressant. Et puis peut-être aussi sur ce conflit russo-ukrainien, certes, il s'enlise, mais le fait notamment du basculement de la Chambre vers les Républicains, l'idée peut-être que la Russie finalement s'était avancée, il n'y aura pas de manque sur le gaz russe. Donc est-ce qu'ils vont encore tenir une année prochaine et donc peut-être qu'il peut y avoir aussi moins de soutien de la part des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Enfin, donc dans un contexte finalement où on a que des mauvaises nouvelles. On change de point de focalisation, voilà. Une nouvelle un peu moins mauvaise, et ce qui vient alimenter le rallye. Voilà, et on change de point de focalisation. En plus, peut-être avec l'idée, si on se focalise par exemple sur l'inflation, c'est pas très compliqué d'anticiper que l'inflation, elle peut passer de 8 à 4.
Après, on n'en sait absolument rien. Oui. Dans un premier, l'effet de base, c'est maintenant. Si elle doit passer, c'est maintenant. Après, d'aller en deçà, est-ce qu'il y a des tendances durables sur l'inflation ou non? Est-ce que des surstockages peuvent faire qu'au contraire, on peut avoir retombé en déflation? Ça, on n'en sait absolument rien. Mais je dirais que mécaniquement, quand on voit simplement le prix des matières premières, quelques éléments sur aujourd'hui du chômage qui augmente et moins de pression sur les salaires, je pense que des investisseurs peuvent se dire il y a plutôt une séquence où quand le balancier a été envoyé à l'extrême, on peut voir qu'il se recentre un peu. Après, voir que l'inflation retombe à 2, ça paraît peu crédible. Donc peut-être que le pain blanc, il était à manger à court terme. Et je pense que c'est pour ça que les gens se sont un peu positionnés, en plus avec une sous-exposition extrêmement forte. Voilà. Alors justement, ça amène deux questions, mais je vais commencer par réagir à ce que vous avez dit. C'est pour ça que les gens se sont un peu positionnés. Il y a quelques mois, quand on interviewait effectivement des gérants de fonds, on entendait plutôt que les gens avaient des portefeuilles sous-investis parce que l'environnement était un petit peu incertain. Donc dans quel contexte on se trouve actuellement? C'est-à-dire, est-ce que ça a été porté par des investissements de gérants convaincus par le contexte économique actuel, ou est-ce que finalement on se retrouve actuellement par une sorte de peur de passer à côté de cette hausse que tout le monde n'avait pas forcément vue? Alors si les gérants avaient été si sous-investis que ça, les perfs auraient été bien meilleurs, parce que nous, on surveille justement avec de l'architecture ouverte et on voit des performances qui ne sont pas extraordinaires. Donc s'ils avaient été si sous-investis que ça, alors certes, il y a peut-être des choix sectoriels avec le ESG, justement sur le pétrole qui peut expliquer une partie de la sous-performance, mais je crois, alors c'est vrai qu'il y avait des liquidités dans le marché, je crois qu'ils se sont quand même repositionnés. Ce qui est assez intéressant, c'est que des gérants, parfois même à titre personnel, ont pu jouer des trackers, etc., ont cru à ce mouvement-là en disant là le risque est vraiment asymétrique, et parfois des gérants collectifs ne le jouaient pas tellement. Mais je pense qu'il y a une forme quand même de repositionnement, mais sans doute insuffisant. Après, dans le choix, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine surprise, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le fait de se repositionner sur l'obligataire ou du crédit ou des obligations convertibles, donc le sentiment que les taux allaient baisser, et donc il y avait plutôt peut-être un choix plutôt un peu plus croissance peut-être, et là finalement la surprise relative, c'est que tout a un peu fonctionné et que l'Europe a même mieux fonctionné que les États-Unis. C'était effectivement notre point, c'est voilà, effectivement quand on regarde, mais même les explications que vous nous avez données, en fait on trouve un facteur que le marché a regardé de manière très régulière, qui est l'inflation aux États-Unis, et pourtant effectivement quand on parle de rallye, les indices qui ont le plus performé, ce sont des indices européens. Vous avez raison. Alors peut-être une des clés d'explication, c'est que finalement le marché, même à secteur équivalent, le marché européen était beaucoup moins cher, et beaucoup moins cher comme s'il intègre justement une décote politique. C'est arrivé justement au moment autour du Brexit. Enfin, souvent, finalement, ça a traduit une décote politique. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de décote politique, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on a un dollar plus fort, il n'y a pas le problème du pétrole, enfin, il y a beaucoup d'éléments. Le seul élément favorable à la zone euro, c'était la faiblesse de l'euro, qui fait que les entreprises arrivent à monter leur prix ou arrivent à avoir des résultats corrects vu ce qu'ils exportent à l'extérieur. Donc il y avait quelques éléments positifs. Voilà, effet de change, bien sûr. Mais je pense que sur l'Europe, il y avait vraiment une décote politique extrêmement forte, et peut-être que ça signifie que d'une certaine manière, il peut y avoir quelques clés d'avancée ou de moindre risque géopolitique autour de la Russie et l'Ukraine, et c'est peut-être ce qui explique le mouvement. Mais nous, par exemple, on était rentrés sur le marché européen-américain, et là, on avait revendu et re-rentrer en disant il ne veut pas corriger, et on s'est mis plutôt, je pense, sur des valeurs de croissance américaines par rapport à ce que vous dites, oui. Bon, alors effectivement, personne n'a de boule de cristal, même si la question se pose pour la fin de l'année ou l'année prochaine, mais on y reviendra. Tout d'abord, Pierre Bismuth, si on vous avait dit il y a 2 mois, fin septembre, que le marché allait repartir à la hausse, que les marchés allaient repartir à la hausse, alors évidemment avec des intensités différentes et des timings différents, et que le CAC 40 reviendrait sur 6680 points hors dividende, et qui se rapprocherait même de son niveau de début d'année dividende réinvesti, est-ce que vous y auriez cru? Est-ce que vous auriez acheté la nouvelle? Alors, nous, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on n'était jamais véritablement sous-investi. C'est-à-dire que comme on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer, on est quand même très très proche des indices en termes de risque. Le seul degré de liberté qu'on utilise vraiment à fond en fonction des gestions, c'est le degré de liberté sur la duration et donc les taux d'intérêt plutôt gouvernementaux. Mais sur les actions, c'est vrai qu'on n'a jamais été sous-investi. Et d'ailleurs, compte tenu du fait qu'on est en devises et en euros, c'est vrai que les performances sur le rebond sont pas aussi spectaculaires que celles qu'on voit sur les indices. Puisqu'on a quand même un euro qui est passé qui a fortement remonté par rapport au dollar, donc qui a dû reprendre 10%. Donc c'est vrai que même si on est investi sur le Nasdaq qui reprend 10 ou 15%, en fait en euros on est plutôt autour de 0,5. On a du mal, c'est ça. Voilà, on cale quand même sévèrement. Et donc c'est vrai que
nous, on ne s'attendait pas à un rallye aussi fort. En revanche, on était plutôt positionné sur un rebond parce que, avec une protection toujours à la baisse, mais parce que c'est vrai qu'on était à moins 25 et qu'au bout d'un moment, on finit par creuser compte tenu du fait que les métriques de valorisation étaient quand même très très faibles. À moins 25 fin septembre par rapport au début de l'année. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on était vraiment à des niveaux extrêmement bas et avec finalement des bénéfices futurs qui n'étaient pas forcément si amputés que cela par rapport au début de l'année. Alors c'est vrai que le diable se niche dans les détails et qu'on a une moyenne complètement distordue par le phénomène des bénéfices du secteur pétrolier. Mais quand même, on a finalement des banques qui se portent quand même beaucoup mieux. Là encore, on était revenu à des niveaux de valorisation qui étaient proches du cataclysme, oui, bien sûr, oui. Avec des taux négatifs, alors qu'on a des taux positifs, des courbes en Europe qui sont plutôt pontifiées. Donc en fait, on ne peut pas dire que le monde est catastrophique en Europe. En tout cas, du point de vue des marchés financiers. Ouais, des marchés qu'on dit plutôt value, donc le pétrole et les banques. Donc on a aussi eu un très fort rallye sur les bancaires. On a vu des chiffres, et là c'est vraiment de la microéconomie, sur le secteur du luxe, qui est un secteur énorme pour le CAC 40, qui a vraiment surperformé dans un contexte de récession rampante, récession ambiante, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Attendu en tout cas. Ouais, voilà, mais on se croirait un peu en mars 2020 où il va y avoir plein de faillites qui n'arrivent pas. Et là, on est en récession. Donc, il y a eu pourtant techniquement une récession aux États-Unis qui n'est pas considérée comme une récession cette année. Donc, parce que le bureau qui est en charge de décréter les récessions, il y a eu 2 trimestres de croissance négative et c'est pas une récession au sens économique du terme. Ouais. Donc, c'est très particulier comme ambiance. On est dans une ambiance où la récession est attendue. Elle est tellement attendue que finalement, on entend un certain nombre de gens dire elle a tellement été préparée, cette récession, qu'on se pose la question de savoir si on va vraiment faire face à ce choc prévu. Nous, on a essayé de faire des maths. Et donc, au début de l'année, on avait un acquis de croissance compris entre 2% aux États-Unis et 2,8% en Europe. On va atteindre une croissance économique de l'ordre de 2,5. Donc, la récession 2022, on y est. Ça veut dire qu'on a des trimestres de croissance nuls, légèrement négatifs, légèrement positifs, mais bon, globalement, on est en récession depuis 2022, et pareil aux États-Unis. Alors, on peut faire du fine-tuning, est-ce que c'est une récession dure, globalement, on a une croissance zéro, trimestre par trimestre. Par contre, en annuel, ça donne une croissance positive. Mais là, force est de constater que sur les trimestres, c'est pas génial. Normalement, la définition, c'est 2 trimestres consécutifs. Voilà. Donc alors, est-ce que parce qu'il y a des dépenses de l'État, ça marche mieux mais globalement, on voit bien que l'activité économique est vraiment très, très délicate. Pourtant, on a un chômage qui est plutôt bas et, a priori, des chiffres de consommation qui sont plutôt pas mauvais. Donc, on a vraiment une ambiance très bizarre. Et je rajoute ça dans la balance, des publications d'entreprises moins mauvaises qu'attendues, voire plutôt bonnes pour certaines d'entre elles. Vous avez cité le secteur bancaire, mais globalement, à part effectivement des GAFAM qui ont un peu plus souffert que ce qui était attendu, globalement, les entreprises montrent une certaine résilience au 3e trimestre de l'année 2022. Voilà, ne pas oublier que les GAFAM, c'est vraiment un indicateur de contexte récessif actuel, puisque c'est vraiment que de la pub. Donc c'est vrai qu'on a des budgets pubs qui sont en baisse. Là où on pouvait s'attendre à un rebond, alors c'est facile maintenant qu'il a eu lieu, mais quand même, c'était qu'on était extrêmement bas. Le chiffre d'inflation, et c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est le chiffre d'inflation mensuel qui compte, notamment aux États-Unis. Et quand vous faites des maths, encore une fois, sur le chiffre de l'inflation, quand vous avez une progression de 0,5, les gens ont tendance à faire 0,5 x 12, ça fait 6%. On est complètement en dehors des cibles d'inflation, que ce soit de la Fed ou la BCE. Là, en octobre, il se trouve qu'on a eu un chiffre à 0,3.
au lieu de 0,5. Et c'est ça qui a mis du baume au cœur au marché, parce que 0,3 x 12, ça fait 3,6. Et là, on est quand même vachement plus dans la ligne de mire des banquiers centraux. Mais on s'est dit, est-ce que le pic, finalement, n'est pas passé ? D'autant plus que le pétrole a eu un comportement délétère depuis le pic d'octobre. Donc là, on a eu les chiffres d'inflation partiels sur la zone euro. Ils sont tous négatifs Alors, vous avez cité les chiffres en normes européennes, mais quand vous les prenez en normes, on va dire, nationales, c'est encore plus impressionnant. On est en négatif. En Allemagne, c'est en négatif. Oui. Pareil, en Espagne, on est en négatif. Et donc, si vous faites des maths, encore une fois, alors ça marche moins bien. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas faire du négatif x 12, parce qu'on ne va pas avoir moins 6% d'inflation. Mais ce qu'on se dit, c'est que... on a des dynamiques sur les prix des matières premières, parce qu'on regarde vraiment non seulement l'énergie, et la composante énergie sur un an, c'est énorme. Mais quand vous regardez les matières premières ou agricoles, énergie, c'est vrai que ça a tendance vraiment à caler depuis un certain temps. Et que, Jean-Jacques en parlait, on a une amélioration, en tout cas un sentiment d'amélioration sur le conflit russo-ukrainien. À tort ou à raison, peut-être qu'on en parle moins, je ne sais pas, c'est peut-être que Noël qui approche, mais en tout cas, il y a moins d'angoisse là-dessus et on se dit que finalement, avec un soutien militaire aussi fort des États-Unis et l'Europe qui tend à prendre le relais, en fait, le statu quo pourrait finalement se prolonger. Bien sûr, en tout cas en matière de perception des investisseurs, c'est ça dont on parle. Ouais. On sait qu'on n'a pas de problème d'approvisionnement. Alors, il y a peut-être ERDF qui nous a fait un peu peur sur les tensions, mais qui sont à prévoir en janvier sur le réseau électrique. Mais on ne parle plus finalement de pénurie et de problèmes de chauffage. On voit en plus qu'en Ukraine, alors qu'ils sont bombardés, ils arrivent à remettre l'électricité quand même très rapidement, ce qui est pour moi une énigme, mais ça a l'air quand même de bien sûr, oui. très bien fonctionner dans le contexte, bien sûr, avec les En tout cas, ça rassure effectivement un investisseur européen en France qui se pose des questions sur le sujet de l'énergie. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, le marché qu'il rebondisse, c'est pas vraiment... Alors, on pouvait louper le début, mais franchement, le signal offert par le chiffre d'inflation américain en mensuel était quand même extrêmement clair. Et c'est ça qui a projeté les indices très haut. Alors, justement, sur les marchés actions, Jean-Jacques Friedman, la question que se posent quand même pas mal d'investisseurs, c'est les marchés à l'heure actuelle, à leur niveau actuel, si je mets les marchés au sens large, mais on peut se concentrer sur les marchés européens, sont-ils trop optimistes ? Puisque là, on explique effectivement une situation présente, une situation passée, un mouvement passé, mais sont-ils trop optimistes vis-à-vis de l'année 2023 qui s'ouvre, par exemple, où effectivement on a l'impression que la récession reste une certitude pour tous les observateurs ou tous les analystes. Je crois qu'il ne faut jamais se projeter en disant voilà pour l'année 2023 un scénario, puisque finalement les gens raisonnent presque mois par mois, 2-3 mois, etc. Je ne crois pas qu'ils soient trop optimistes. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire si on interrogeait les gérants, beaucoup diraient ah s'ils baissaient de 3-4%, j'achèterais. Bon alors voilà, donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que logiquement, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement la zone où on est, c'est presque la zone déjà un triple top qu'on vit, et puis la zone pré-conflit et après-conflit. Oui, la zone du 24 février qu'on a jamais... Donc ce qui est très étonnant déjà, c'est-à-dire qu'il y a une force d'entrants qui compense ceux qui naturellement vendent sur ces niveaux-là, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, parce que c'est naturellement... les gens disent bah non, on peut pas revenir au niveau de conflit. Et voilà. Donc déjà il y a ça, c'est-à-dire qu'en face il y a une force suffisante pour empêcher finalement cette consolidation naturelle de se faire qu'on a d'ailleurs tenté nous. Puis voyons que ça se fait pas, on revient un peu. Peut-être que justement les gens se projettent sur 2023 et se disent il y a quand même eu le fait, alors que les résultats sont un peu factices parce qu'il y a une partie importante des 20% de hausse des BPA qu'on a eu qui sont liés à Total, qui sont liés aux boîtes énergétiques. Mais c'est vrai que quand on regarde, il y a quand même une petite dizaine de pourcents de hausse des BPA. Donc finalement, on a eu un marché qui baisse avec des BPA qui montent. Donc il y a déjà l'anticipation de résultats qui vont décroître de 15%. Peut-être qu'il y a aussi une clé d'explication, c'est-à-dire que même quand les officiels de la BCE parlent, ils disent qu'il y a une partie même la moitié des chiffres d'inflation, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Et peut-être que c'est justement cette espèce de pricing power des entreprises qui ont réussi à faire passer des prix, qui explique d'ailleurs les bons résultats, et la flexibilité aussi des entreprises, contrairement aux États. On parlait tout à l'heure des technologiques, mais on voit vraiment les boîtes tech aujourd'hui qui dégraissent comme des boîtes classiques. Donc
Donc le fait peut-être que... Ou un sujet d'épargne que les ménages auraient encore aujourd'hui, mais n'auront peut-être pas forcément encore dans 3 mois, 6 mois pour justement accepter ces hausses de prix. Et puis il y avait aussi le fait qu'il y avait de l'épargne liée finalement aux politiques de soutien budgétaire pendant le Covid qui continuait. C'est-à-dire que si on se replace au début de l'année dernière, par exemple, il y avait l'idée d'une croissance qui serait de 4% aux États-Unis, enfin début de cette année, 4% États-Unis, Europe et Chine. Il y avait une idée justement qu'il y avait un manque dans les services et qu'il y avait un effet rattrapage qui allait avoir lieu avec une épargne un peu importante. Donc cette épargne, elle a aussi contribué à avoir un soutien plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Donc je pense que les investisseurs peuvent se dire... sur début 2023, s'il y a quelques résolutions chinoises, on voit le conflit, etc. Et on voit que finalement, l'histoire de la pression russe a quand même échoué et qu'ils ne peuvent pas en mettre une couche parce que finalement, maintenant, l'hiver étant passé, ça reporte à l'année prochaine. Bien sûr. Ce qui ne règle pas pour autant le problème pour l'année prochaine. Mais tout le problème, bien sûr. Mais voilà, les gens se disent peut-être. Donc non, je ne crois pas qu'il est trop cher, le marché. Alors, on a beaucoup effectivement cité de chiffres d'inflation. Ça nous amène quand même à commenter un petit peu les situations banque centrale. Je commence par les États-Unis puisque le chiffre de l'inflation en zone euro n'est pas encore publié. On n'a que le chiffre d'inflation, alors effectivement en Espagne ou en Allemagne, qui montre des légères améliorations, effectivement, même si la BCE a quand même affiché clairement que la fin des hausses de taux ou une réduction des hausses de taux n'était pas à prévoir tout de suite. C'est un peu le même discours qu'on a de la part des gouverneurs de la Fed, Jean-Jacques Friedman, c'est que on a eu une sorte d'euphorie vis-à-vis du dernier chiffre de l'inflation, mais que ce soit des faucons ou des colombes, pour l'instant, tout le monde est d'accord au sein de la Fed avec des discours différents pour dire la fin d'une hausse de taux ou une réduction, pourquoi pas, mais la fin d'une hausse de taux n'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Et pourtant, j'ai envie de dire, je reviens au marché, mais le marché acclame un chiffre d'inflation alors que la Fed va continuer à monter ses taux, elle le dit. Peut-être parce que un événement important aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est par exemple ce qui s'est passé avec l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, et ça les investisseurs l'avaient en tête, et ce que disaient les banques centrales il y a 1 ou 2 ans était sans doute vrai. C'est-à-dire que personne n'ose reparler d'inflation transitoire, mais s'ils en parlaient, c'était pour ancrer auprès des investisseurs l'idée sans doute que les États ne pouvaient pas se permettre une montée trop forte des taux vu les niveaux d'endettement. Une montée des taux, ça peut provoquer des problèmes budgétaires, ça peut provoquer des problèmes qu'on n'avait pas anticipés, comme en Grande-Bretagne, voilà, en Angleterre. Et donc, eux, leur rôle, c'est absolument d'ancrer auprès des investisseurs le fait que l'inflation sera jugulée à terme pour empêcher des taux d'intérêt trop élevés, pour en gros avoir des taux d'intérêt réels négatifs et presque spolier l'épargne obligataire. C'est presque le but du jeu des banques centrales. Ils sont prêts à ce que les taux montent pendant 6 mois, et ce que les États puissent s'endetter plus cher pendant 6 mois, mais pour finalement préserver le fait que les États puissent s'endetter dans de bonnes conditions à terme. Donc finalement, les banques centrales, c'est normal, elles essaient d'avoir un discours performatif, si je puis dire. Elles voudraient bien que par la parole, calmer les anticipations inflationnistes. Et donc, au moment où elles basculent, on le voit bien, où elles basculent, elles vont ralentir le rythme pour la première fois, de dire, oui, mais vous savez, on ira sans doute plus loin et de manière plus importante que ce que vous pouvez imaginer. Mais je dirais pas, c'est des promesses alcooliques, ça. Dans 6 mois ou dans 1 an, on n'y pensera plus. C'est la communication. Dans 6 mois et dans 1 an. Ça ne met pas en cause votre estimation de terminale. Comment croire à une banque centrale, et c'est son job de le faire, alors qu'il y a 1 ou 2 ans, elle disait, dans 2022, il n'y aura pas de hausse des taux. Donc, si on a juste de la mémoire, on ne va pas plus les croire aujourd'hui, et elles ont raison de le dire et de le faire, mais elles pouvaient dire la même chose sur d'autres sujets il y a 2 ans, vous voyez. Donc, selon vous, leur rôle. Selon vous, mais selon les scénarios que vous pouvez avoir chez Vega IM, un taux terminal de la Fed à quoi, 5,5 ça reste, voilà. 5%, ça n'a pas changé par rapport aux dernières... Bien sûr. On va avoir une rencontre, je pense, entre le taux d'inflation et le taux, 5%. Ils vont attendre. Et puis à ce moment-là, si ça se calme bien, si les taux repassent à 4, on dira, ils se targueront d'une réussite qui n'est pas de leur fait, en gros. C'est-à-dire que finalement, mécaniquement, eux, ils devaient empêcher les effets de second tour, ils devaient empêcher le fait que l'anticipation de tout à chacun, bien sûr, on ne se dise pas, tiens, l'inflation c'est durablement cher, durablement plus élevé. Ils l'ont réussi, parce que dans la tête des gens, c'est de se dire, oui,
Là, comme on va tomber en récession, bien sûr que l'inflation va retomber, bien sûr que c'est intéressant d'acheter des fonds de portage obligataires. Ils ont réussi finalement cette communication-là, quoi. C'était le rôle. Et pendant ce temps-là, ils espéraient, ils priaient que le temps jouerait pour eux et que vraiment les matières premières se calmeraient, que voilà, etc. Pierre Bismuth, il y a le côté communication, comme nous le dit Jean-Jacques Friedman. Vous aimez les maths, vous nous le dites depuis une vingtaine de minutes. Est-ce que effectivement, quand on fait des mathématiques, on reste sur un taux terminal de la Fed à 5,55 dans vos prévisions économiques? Alors, le taux terminal, on sait à peu près que ça sera autour de 5. Alors pourquoi je vous dis autour de 5 ? Parce que c'est pas là qu'est, à notre avis, le plus important maintenant. En fait, c'est la dynamique qui a été et la séquence qu'on a vécue en 2022. Parce qu'on a eu un taux terminal à 2, 2,5, puis 3, puis un saut à 4, puis un saut à 5. Et en fait, c'est ces sauts qui ont à chaque fois précipité le marché dans une nervosité extrême et avec des cracks avec des séances dramatiques. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation 5 ans, 5 ans, à savoir la mesure de l'inflation que regardent les banquiers centraux. Et en fait, à chaque fois que les taux ont monté, cette inflation 5 ans, 5 ans, elle n'a pas vraiment bougé. On est entre 2, alors qu'on soit en Europe ou aux États-Unis, on est entre les 2,2 et 2,8, avec des bornes de fluctuation qui sont certes larges pour des taux, mais on n'a jamais passé les 3 ou les 4 sur l'inflation 5 ans, 5 ans. Et donc, moi, je pense que le taux terminal sera atteint quand cette inflation 5 ans finira par rebaisser vers les 2. Et là, je pense que les banquiers centraux se diront on a finalement bien ancré les anticipations, et là, il est urgent de faire une pause. Mais toute la question, c'est comment est-ce qu'on considère qu'une courbe est en train de rebaisser vers les 2 ? Est-ce que parce qu'on a passé de 3,5 à 3,3 et 3,2, ou est-ce qu'on attend d'être passé vers 2,5 ? Non, mais l'inflation forward, c'est vraiment la déformation des courbes d'inflation, et c'est donc le taux anticipé, ce qu'on appelle le taux anticipé par le marché, mais qui se déduit des courbes spot. Et donc, là, c'est exactement pareil. Sur les taux, là, on sait que le taux terminal, il est aux alentours de 5, il est rebaissé parce que les courbes de taux vous donnent les taux forward, et les taux forward sont autour de 4,75, 5, ça dépend des moments. Là, on est plutôt à 4,75. Donc, cette idée, en fait, que... mais tant que les anticipations d'inflation restent ancrées sous les 3 et ne bougent pas et ne tendent pas tendance vraiment vers 2... finalement, la Réserve fédérale ou la BCE, elles ont finalement des marges de manœuvre pour normaliser les taux. Et ce qu'on se disait il y a un an, c'était un processus de normalisation des taux. Bien sûr. C'était pas du tout un truc qu'on va provoquer une récession, machin. Là, c'est devenu comme ça parce qu'on a une guerre et que le monde a été extrêmement anxiogène en 2022. Mais modulo le fait qu'on arrive à sortir finalement de la politique zéro Covid en Chine, ce qui à mon avis n'est pas vraiment le cas. Mais on a aussi un président chinois qui a quand même fait volte-face sur la Russie et qui se trouve pour le coup dans le camp des bons. Et finalement, qui se dissocie de Poutine. Ça aussi, ça a été quand même un vrai soulagement. Parce que franchement, le G20, quand tout le monde s'est mis à faire pression sur la Russie, c'était quand même... C'était inattendu. Oui, complètement. Donc, je pense que la normalisation des taux, c'est normal d'avoir des taux c'est pas normal d'avoir des taux négatifs, c'est normal d'avoir des taux positifs, et c'est normal d'avoir finalement des anticipations d'inflation suffisamment bien ancrées pour que on remette pas en jeu l'équilibre économique de long terme des zones économiques. Donc, moi, je pense que ils vont monter les taux et normaliser autour de 5. Alors ça peut être 5,5, même les plus hauts quiches de la Fed parlent de 7. Mais on va avoir finalement un équilibre entre le taux terminal, suffisamment de marge de manœuvre, une récession ou en tout cas une croissance nulle qui va pas forcément influencer le taux de chômage trop violemment, notamment en Europe. Alors aux États-Unis, on va voir parce que c'est beaucoup plus flexible sur le taux de chômage, et des anticipations d'inflation qui finalement vont commencer légèrement à baisser. Et là, on saura que le monde est redevenu au nouvel équilibre. Et que les marges nouvelle normalité. Voilà, la nouvelle normalité. Plus haut que 2 peut-être, plus haut. Oui, voilà. Non, mais un peu plus haut, peut-être que c'est 3, voilà. Mais on ne sait pas 3% d'inflation, c'est ça, c'est ça le sujet. Oui, 3-4% d'inflation et des taux où le débat, peut-être que, on essaie d'ancrer pour que ça revienne à 2, mais peut-être que, ça reviendra à 2,5 ou 3, voilà. Mais Alors, je le retourne, messieurs, un petit mot quand même sur la Chine. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les mesures. Effectivement, il y a eu 2 listes de mesures qui ont été publiées il y a une
une semaine et demie maintenant, 20 mesures en matière d'ouverture vis-à-vis de la politique zéro Covid, 16 mesures en matière de soutien à l'immobilier et des manifestations depuis quelques jours, notamment ce week-end. On va peut-être continuer avec vous, Pierre Bismuth. Comment est-ce que vous voyez cette situation en Chine, sachant que à chaque perspective de réouverture de l'économie chinoise, on voit une certaine euphorie en se disant ça y est, une économie de plus qui va pouvoir tirer la croissance mondiale? Bon, alors moi je suis assez... Que disent les mathématiques? Je suis assez tranché sur le sujet, donc on va partir des hypothèses. Et les hypothèses, c'est que la politique zéro Covid a été dictée par un président tout-puissant sans contre-pouvoir. Et donc, on est dans le cadre d'une dictature. C'est quand même très, très difficile de faire marche arrière. Donc, cette politique de zéro Covid, elle va perdurer. On dit qu'on va vacciner les plus de 80 ans, ce qui aurait dû être fait. Alors, c'est bien parce que rétrospectivement, on s'aperçoit que finalement, les pays occidentaux ont fait vraiment du bon boulot sur la vaccination des plus âgés et de baisser en Parce qu'en Chine, ils ont favorisé ceux qui allaient travailler, effectivement, et pas forcément les populations les plus à risque. Exactement, donc ils sont hyper vecteurs du virus et hyper fragiles sur ce virus en particulier. Bon, on a voulu vacciner avec des vaccins chinois qui, a priori, sont quand même beaucoup moins efficaces que des vaccins aux technologies ARN messager. Donc, on a d'ailleurs un laboratoire chinois qui a acheté cette technologie, mais qui a eu interdiction de le faire parce que c'était l'Occident qui l'avait produit. Donc, on reste quand même dans une logique de dictature. Et effectivement, ça va être difficile d'en sortir. Alors, on espère que l'épidémie va faire un peu comme chez nous et se transformer en petite grippe ou en virus, sous réserve, bien sûr, que tout le monde soit vacciné, ça bien c'est sûr, sûr et certain. Et que, miraculeusement, en Chine, malgré des vaccins peu performants, ça se passe. Bon, voilà, moi je trouve que c'est très difficile d'investir dans une dictature et avec des marchés peu libres et finalement où un homme peut être tout puissant sur sa population. Donc moi ça me fait penser à Tiananmen où en fait on avait beaucoup d'espoir sur la liberté, mais en fait cette liberté, de mon point de vue, sera écrasée et puis on va revenir à une forme de vie avec le Covid en Chine, sous réserve qu'on arrive à faire passer pour Chinois des vaccins performants. Jean-Jacques Friedman, sur cette situation chinoise, déjà, je rappelle quand même qu'il y avait des perspectives d'ouverture pour mars prochain dont on parlait il y a 2 semaines. Il y a actuellement des manifestations en Chine contre cette politique zéro Covid. Est-ce que tout cela alimente un scénario de réouverture de l'économie chinoise et donc de nouveaux moteurs, sans parler de locomotives, mais de nouveaux moteurs à la croissance mondiale? Il y aura une certaine forme de réouverture. Alors, je suis d'accord sur le régime chinois. Généralement, quand ils annoncent... C'est ça l'avantage et la convention d'une dictature. Quand ils annoncent quelque chose, généralement, ils le font quand même. Donc, le fait qu'il a annoncé, il y a une forme d'ouverture quand même qui se feront. Les gérants chinois sur place qu'on connaît même avançaient l'idée qu'il y aurait des annonces qui seront faites. Donc, les annonces vont dans ce sens-là. C'est vrai que c'est stupéfiant parce que même sans parler de vaccins ARN, il y a des vaccins de meilleure qualité, traditionnels, qui pourraient fonctionner. Donc on est stupéfait du fait que depuis tant d'années, soit ils étaient donnés, soit copiés, soit qu'importe la façon de faire, mais qu'ils n'aient pas été implantés. C'est vrai qu'il y a une valorisation très faible. L'Asie, il y a un continent extrêmement puissant, une technologie très forte, etc. Je pense que les investisseurs, c'est justement sur des critères de gouvernance et de liberté politique qui pourront re-rentrer un jour davantage sur le marché chinois. Là, il y a un sous-investissement notable. Le sujet, c'est pas la politique zéro Covid, c'est la gouvernance contexte politique chinois. Voilà, le libéralisme, c'est vraiment ça, c'est l'alignement des intérêts entre soit investisseurs minoritaires quand on souscrit par rapport à des entreprises chinoises. Et si à un moment donné ce signal, alors là, je suis d'accord qu'il n'y a pas d'avancée tellement dans ce domaine-là, oui, ça c'est vrai. Si on regarde de manière un peu plus générale, comme on le fait traditionnellement en fin d'émission, donc on a effectivement évoqué le rallye des marchés actions, on a évoqué rapidement le sujet Chine, le cas d'investissement chinois. Jean-Jacques Friedman, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel? Qu'est-ce qui attire votre attention dans le contexte actuel? Nous, on recroît au Nasdaq. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui nous avait conduit en début d'année
alors qu'on voyait finalement beaucoup d'entreprises... Le Nasdaq finalement se tenait avec les grosses capitalisations qui tenaient, le reste de la cote qui plongeait. Et voilà, ça nous avait surpris, on nous a dit voilà, il y a un indice. Là, on voit une structure du marché un petit peu plus solide. Et peut-être que le mouvement qu'on peut anticiper quand même sur le dollar, c'est-à-dire que finalement le dollar joue un peu en termes de baromètre du risque, donc il était très fort dans un marché baissier. Là, on voit bien que quand ça se détend, il y a le fait que c'est l'anticipation justement peut-être d'une moindre politique agressive sur les taux américains. Donc un dollar plus faible pourrait refavoriser les valeurs technologiques. Et là, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que beaucoup de valeurs de croissance ont souffert du mouvement de hausse des taux, avec des taux qui se stabilisent ou qui même ont rebaissé. Pendant ce temps-là, les boîtes ont continué à gagner de l'argent avec des bénéfices qui ont cru. Donc on revient sur des niveaux de valorisation qui sont relativement intéressants. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on a revendu du marché européen pour se repositionner justement sur les États-Unis. Sur les États-Unis, ouais, sur des valeurs de croissance américaines. Et l'Asie, du coup, dans la lignée de la discussion on en a quand même. L'Asie, on en a quand même. On trouve quand même que malgré tout, alors il ne faut pas en avoir de manière démesurée, mais on ne peut pas passer totalement à côté, notamment quand on compare sur certains éléments ou sur certaines technologies à des niveaux de valorisation équivalents. Voilà, il nous semble qu'il y a aussi des perspectives en la matière. Je dirais que plus globalement, je dirais que les thématiques de croissance ou des entreprises peu endettées nous semblent intéressantes à jouer. Pierre Bismuth, même question. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel ? On a parlé des marchés actions, d'une diversification géographique des marchés actions. Alors c'est vrai que nous on regarde beaucoup les obligations et on attend avec impatience ce taux terminal pour pouvoir revenir à un scénario d'investissement plus classique sur les obligations, puisque tout au long de l'année 2022 on a, enfin en tout cas sur mes fonds, j'ai vraiment réduit la duration et donc pour me replacer sur des fonds d'arbitrage de crédit qui ont plutôt une duration nulle. Donc c'est vrai que si on arrive à avoir ce taux terminal avec une courbe, que ce soit européenne ou américaine, qui se stabilise, il y aura un point d'entrée sur des critères plus classiques d'investissement obligataire, que ce soit gouvernementaux, crédits ou à haut rendement. Sachant que le haut rendement a quand même, pour une année terrible, une meilleure performance que les marchés gouvernementaux. Donc pour vous, bond is back, mais pas tout de suite quand même, c'est ça ? En tout cas, ça devient quand même beaucoup plus attractif. C'est vrai que sortir des taux négatifs, c'est quand même une vraie bouffée d'air. Après, sur les actions, toute l'année, on a finalement... alors dérisquer en termes de style les portefeuilles pour avoir quelque chose qui se rapproche de plus en plus des indices de référence classiques, que ce soit le CAC, le MSCI Europe ou le S&P. Et c'est vrai que nous, on est assez déçus de la gestion active cette année. On espère que ça sera mieux en 2023, mais en tout cas, on rentre dans l'année 2023 avec des styles de gestion beaucoup plus neutres par rapport aux indices de référence. L'idée étant quand même de suivre d'abord avant d'être géniaux ou génial. Parce que pour le coup, on entend souvent que le contexte actuel porte les gérants actifs, contrairement à la gestion passive en 2021 ou 2020, où on avait des mouvements uniformes. 2022, c'est quand même dramatique pour la gestion active. Voilà. Et on finira là-dessus, ça tombe bien, c'est le sujet qu'on traitera juste après dans Marché à thème. Merci beaucoup Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Vega IM. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.